Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'endroit où aller. Ce soir, soirée spéciale, l'aventure du deuxième roman, initié par Charlotte Milandry, qui est la créatrice du blog Les 68 premières fois. Alors, Charlotte est accompagnée de 4 auteurs ce soir. Alors, nous avons Cécile Balavoine, Amélie Cordonnier, Gaëlle Pingot et Gabrielle Tulou. Avant de vous laisser entre vous, mesdames, je vais rappeler que les lecteurs-spectateurs peuvent vous poser des questions par mon intermédiaire en utilisant l'onglet Converser et je me ferai une joie de revenir à la fin pour vous les poser. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci Nathalie. Bonsoir à toutes les 4. Bonsoir à vous derrière l'écran pour cette soirée où on devait être tous ensemble. La vérité vraie, c'est que ça devait être une vraie soirée autour de nos auteurs chouchous. Et puis bon, finalement, on est derrière l'écran. Autour des 68 premières fois, pour ceux qui regardent et qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sur Internet, vous trouverez ce que c'est. Et avec un point commun entre vous 4, c'est que vous avez publié un roman début 2020, certaines quelques semaines avant la déferlante confinée, certaines pendant ou la veille, hein, Gaëlle. Et donc, on a voulu quand même mettre un peu de la lumière à notre petite échelle sur vos romans et on a lancé une aventure de podcast avec Lorraine Malka qui devait être là ce soir, qui ne peut pas et à qui on pense fort. Et là, c'est pareil. Je vous invite tous à aller les écouter. Elles sont passionnantes sur leur chemin d'écriture et de vie. Alors, je vais vous les présenter. Amélie Cordonnier qui vient de publier Un loup quelque part. Je te laisse parler, Amélie, parce que sinon, pour ceux qui suivent un par un, on ne voit pas ta tête. Bonsoir à tous. Cécile Balavoine avec Une fille de passage. Bonsoir. Bon, j'ai l'impression de faire les nommés au César. Gabrielle Tulou avec Sauf que c'était des enfants. Bonsoir. Et Gaëlle Pingot avec Les cœurs imparfaits. Et bonsoir aussi. On va donc parler de cette aventure du deuxième roman, mais avant de plonger dans le deuxième roman, qui est souvent dit comme étant un roman maudit, un roman compliqué, c'est pour ça qu'on s'intéresse à la question, je vais vous demander juste le souvenir le plus marquant de votre première fois. Allez-y, Amélie, on va commencer par Amélie. Tu veux dire la première fois du premier roman? Ouais, c'est ça. Eh ben, je dirais que c'est le jour où j'ai reçu un texto, je me souviens très très bien, ma fille était dans le bain, ça devait être en 2017 et au tout début, non, c'était en janvier 2018. Et mon éditrice, qui n'était pas encore mon éditrice, m'a envoyé un message en me disant, après avoir lu une première version quelques mois plus tôt, mais sans du tout m'avoir garanti qu'il pourrait se passer quelque chose parce qu'on était loin du compte, m'a dit que ça y est, mon manuscrit avait pris son envol et était tendu comme une flèche, donc je m'en souviens encore par cœur. Et il était 19h59 un samedi et il fallait que je cours au cinéma et que j'ai baigné ma fille avant que la babysitter n'arrive. Et donc, vous imaginez bien que je n'ai absolument rien retenu du film que nous avons regardé ce jour-là. Donc, la question d'après était la magie de la publication, mais je pense qu'on est dedans. Ah oui, voilà. D'emblée. Cécile? Oui, moi je dirais que comme le processus a été très long pour moi, pour la publication de ce premier roman, le moment le plus émouvant, ça a été vraiment de tenir l'objet dans mes mains et de voir la pile dans la petite pièce où on fait les signatures pour le service de presse et de voir les piles de livres sur la table. Ça a été vraiment un moment très particulier. J'en avais vraiment les larmes aux yeux. Ça a été très, très, très émouvant. Ouais. Gabrielle? Moi, bizarrement, ce moment que tu évoques, Cécile, je m'y attendais comme étant, je m'étais dit, ça sera incroyable à ce moment-là. Et en fait, c'est pas à ce moment-là qu'est venue l'émotion. Moi, la plus grande émotion à laquelle je repense, mais toujours avec des frissons, elle a eu lieu lors d'un festival, le festival de Chambéry, où j'ai pu faire un atelier en prison et où l'un des détenus parlait pas beaucoup, posait pas beaucoup de questions. Et je me souviens lui avoir demandé s'il avait lu le livre. Et il m'a répondu cette phrase, « C'est votre premier roman, c'est le mien aussi ». Oh là là. Voilà. Et cette phrase, je lui ai demandé l'autorisation de la citer en lui disant que j'étais pas sûre d'entendre
une phrase qui en tant qu'auteur me remuerait autant dans le reste de ma vie. Et pour l'instant, en tout cas, elle est indétrônée. Voilà. Ah ouais, je comprends. Hein. Gaëlle? Gabrielle m'a coupé l'herbe sous le pied. Non, moi j'avais envie de parler du Festival du premier roman de Chambéry aussi, parce que mon premier roman, il est paru chez un tout petit éditeur, donc c'est une aventure où on sait bien que c'est quand même un peu compliqué d'exister. Le Festival du premier roman de Chambéry, c'est un truc énorme, quoi. C'est un festival absolument magique, et puis c'est un festival... Alors en même temps, c'est un grand festival, et en même temps, c'est un festival où il n'y a pas de distance, en fait. Alors, il y a un grand barnum au centre de la ville avec un café. Alors, vous êtes là en train de boire un café entre deux interventions ou entre deux séances de dédicaces, ou voilà. Et les gens ont lu les livres parce que c'est un festival de lecteurs, en fait. Et donc, ils s'arrêtent, hop, alors ils viennent. Ah, mais vous êtes Gaëlle Pingot, je peux me permettre de m'asseoir, mais je ne veux pas vous déranger, hein, si vous avez besoin d'être tranquille, je vous laisse pas. Non, non, venez. Et c'est extrêmement chaleureux, extrêmement humain. C'est vraiment une aventure unique, quoi. Voilà. Des rencontres, donc, ce qui manque cruellement à votre deuxième roman, finalement, avec, comme je le disais tout à l'heure, des publications juste avant le confinement ou pendant le confinement. Mais avant cette publication empêchée, presque, enfin, voilà, le terme est un peu fort, mais je crois qu'on en est là. Vous avez écrit un texte, vous avez trouvé un éditeur. Comment on se remet au deuxième? Est-ce qu'on a un rapport différent à l'écriture parce qu'il y a un éditeur? Ou est-ce que finalement, c'est la même façon, avec les mêmes doutes, ou peut-être avec un peu de pression parce qu'on a déjà rencontré le lecteur? Ou est-ce qu'au contraire, ça porte? On va faire l'inverse, on va commencer par Gaëlle. Mais après, vous réagissez entre vous. Hein. Enfin, voilà, je ne vais pas faire la maîtresse d'école à chaque fois, donc n'hésitez pas. Allez, je commence. Je commence. Alors moi, je suis dans une situation un peu particulière parce que en fait, c'était mon deuxième roman, mais c'était pas mon deuxième livre. Puisqu'en fait, j'ai fait des recueils de nouvelles avant. Et donc, le côté retrouver, c'est bon, je suis camée, en fait. Je suis accro. Donc, retrouver le lecteur, retrouver les rencontres, retrouver le fait de se croiser autour de la littérature, autour de l'écriture, que ça fasse une base pour se parler du monde. En fait, voilà, ça faisait déjà un moment que j'y avais pris goût et que j'avais envie de retrouver ça. Alors par contre, l'écriture de roman, là pour le coup, j'en étais au même stade que tout le monde, c'est-à-dire que oui, il a fallu la retrouver, il a fallu la réapprivoiser. Ça n'a pas été si compliqué que pour le premier, en fait. Peut-être que le premier m'avait donné quand même quelques points de repère dans la façon de dérouler la narration. J'avais été plus en peine de passer de la nouvelle au roman pour le premier roman. Entre le premier et le second roman, finalement, ça a été plus fluide. Alors après, plus fluide, entendons-nous, hein, ça reste quand même un boulot où quand on commence, on se dit je ne vais jamais y arriver, en fait. Mais malgré tout, une fois que j'étais dedans, il y a quelque chose qui déroulait plus facilement. Voilà. Cécile? Oui, c'est vrai que pour moi, ça a été peut-être un peu plus facile une fois lancé. Une fois lancé seulement. Parce que je dois dire que j'ai une petite déconvenue entre les deux, entre le premier et le deuxième, parce que tout simplement, je voulais esquiver cette question du deuxième roman. Et voilà, oui, comme tout le monde, je pense. Et donc, j'ai fait un texte beaucoup plus intime. Il se trouve que mon éditrice avait lu bien avant mon premier roman un très très court texte que j'avais écrit au décès de mon grand-père, qui était un texte que je considérais comme vraiment intime, mais que des proches m'avaient encouragée à montrer. Et à l'époque, elle l'avait trouvé intéressant, mais je pense qu'elle avait plutôt, avec cette lecture en tête, qu'il y aurait peut-être d'autres textes après. Et donc, et puis elle m'avait dit, oh, mais peut-être, bon, réfléchissez-y pour plus tard. Et donc, plus tard, je me suis dit, mais si j'écrivais une sorte de diptyque sur mes grands-parents.
Et donc, je me suis un peu plongée là-dessus et là-dedans. Et quand je lui ai montré, elle pensait que c'était un texte beaucoup trop familial, beaucoup trop intime, qui n'allait pas avoir une portée pour les lecteurs. Et voilà, mais j'avais conscience que quand même, j'essayais d'éviter la notion de roman et que écrire un récit, c'était une manière de pas plonger dans le roman. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut peut-être que j'y aille quand même. Et donc, j'ai tenté. Ça a été difficile. Me remettre à écrire a été très, très douloureux. Je me souviens les quelques semaines d'été, parce qu'en général, j'écrivais pendant l'été. Vu que ma situation a un petit peu changé avec le Covid, j'ai un peu plus de temps maintenant, mais j'écrivais surtout l'été et je me suis mise à ma table et j'y arrivais pas en fait. C'était vraiment affreux. Je pensais que je me fourvoyais complètement. Donc, il y a eu 2 ou 3 semaines affreuses où je pleurais tous les jours en me disant « je veux y arriver, mais j'y arriverai jamais ». Et puis, je sais pas, c'était très étrange comme à la rentrée ensuite, pendant l'automne, j'avais l'impression de ne pas écrire beaucoup, très peu même. Et puis finalement, en janvier, j'ai eu peut-être la moitié de mon texte que j'ai soumis à mon éditrice et qui m'a dit « allez, continuez, j'ai envie d'avoir la suite ». Donc voilà. Amélie, on sentait que ça te parlait, le contournement du deuxième roman. Non, ça me faisait rire parce que, effectivement, comme on a toujours dit que c'était maudit, pour blaguer, je disais à des amis, en fait, il faudrait faire comme au cinéma. Vous savez, les filles, parfois au cinéma, on passe directement du 1 au 3, où il n'y a pas de 2, où on passe du 2 au 4. Et c'est pour ça que je riais quand Cécile disait cette stratégie du contournement, parce que j'y avais bien pensé et je pensais que ça aurait été pratique, effectivement. Mais non, ce n'est pas possible. Et donc, pour toi, est-ce que ça a été facile, évident après en plus, alors, pour le coup, ceux qui ne t'ont pas encore lu, mais qui vont te découvrir, avec une écriture, j'allais dire très tranchée. Elle est facile, celle-là. Le premier roman d'Amélie s'appelle Tranché. Mais en tout cas, très, très brute et avec des sujets très difficiles. Oui, alors tu disais un petit peu comment on s'y était prise. Alors c'est vrai que pour ma part, j'ai commencé le deuxième roman avant la parution du premier parce que, ça on peut peut-être le rappeler, je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, mais c'est vrai que comme il y a un délai entre le moment, aussi court fût-il, quand on a une chance incroyable comme c'était pour moi, il y a quand même un délai entre le moment où le livre paraît et le moment où on l'a terminé. Et donc c'est vrai que je me suis mis à écrire assez vite, enfin à me relancer. Donc, j'ai pas tellement eu la difficulté de me dire, de m'y remettre. Mais en revanche, évidemment, j'ai été tiraillée par le doute. Et quand je dis tiraillée, je crois que c'est un euphémisme. Parce que c'est vrai que tu disais tout à l'heure, Charlotte, qu'est-ce qui se passe? La première fois, malgré tout, enfin, pour ma part, en tout cas, je trouve qu'elle relève un peu de l'ordre du miracle, quoi. On ne sait pas très bien, enfin, on écrit, on ne sait pas très bien si ça a fonctionné. Et quand ça fonctionne et qu'en plus, après, l'histoire est assez extraordinaire, pour ma part, j'ai cru que le miracle ne se reproduirait jamais, quoi. Donc, c'est pas forcément évident. Et sinon, je n'ai pas mis beaucoup plus de temps, mais en revanche, oui, ça m'a semblé beaucoup plus complexe. Et c'est ce que tu disais, Gaëlle, mais moi aussi, tout à fait. J'avais ce sentiment atroce que jamais, je croyais que jamais j'y arriverais. Gabrielle, je te vois hocher la tête. Mais oui, alors moi, le sujet, pareil, hein, c'est comme toi, Amélie, il était là très vite, il était même, je pense, là, peut-être pas avant la publication, mais je le portais. En réalité, je pense que si j'avais eu le courage, j'aurais voulu que ce deuxième roman soit le premier, mais j'avais absolument pas, je pense, le courage de m'y atteler comme premier roman. Donc c'était assez évident et c'était bien ça le problème, c'est quand on a une idée forte et évidente, et ben, il faut être à la hauteur de son idée. Et alors ça a été une galère, mais le deuxième roman pour moi ça a été des réécritures les unes sur les autres, toutes déceptives, des changements de point de vue, de narration, enfin vraiment des réécritures complètes, quoi. Et ouais, vraiment ça a été très compliqué et avec beaucoup de doutes aussi sur le contenu. Donc vraiment un deuxième roman qui n'était pas une partie de plaisir, quoi, vraiment pas. Autant j'avais l'habitude, moi, d'écrire aussi un petit peu de la poésie à côté, et ça a toujours été quelque chose qui était mais vraiment quelque chose d'assez viscéral et plaisant. Le deuxième roman a été
de la discipline. Et je suis du coup, je suis plus fière de la sortie du deuxième que du premier parce qu'il m'a coûté mais tellement plus. Voilà. À vous entendre toutes les quatre, longtemps, de moins en moins vrai, tant mieux, mais longtemps on a cru qu'il y avait un espèce de talent comme ça, d'inspiration qui tombait sur les auteurs et ça sortait. Là, on entend le mot discipline, on entend le fait de tous les jours on s'y met, il n'y a rien qui sort. Est-ce que là, j'imagine que vous êtes toutes les quatre en train d'écrire le troisième ou en train de tenter de l'écrire. On va évidemment pas en parler parce que voilà, rien n'est sorti, sauf si vous avez des choses à nous annoncer, je vous en prie. Est-ce qu'on apprend quelque chose quand on a déjà maintenant deux romans publiés? Gaëlle a d'autres textes, mais est-ce qu'on a une sensation d'apprendre, que ce soit dans la construction, dans la façon d'écrire, dans le sujet, ou est-ce que finalement on est dans le même état, voire pire que quand c'était le premier et qu'il n'y avait pas toutes ces questions derrière forcément? Tiens, je vais peut-être commencer. Non, je t'en prie. J'ai coupé la parole de quelqu'un, zut. Je crois que, alors moi j'ai l'impression d'apprendre, clairement, des choses au fur et à mesure. Mais tu sais, j'apprends que je ne sais rien en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'apprendre des choses, mais tout autant que j'en apprends, je découvre que derrière celles que j'ai apprises, il y en a d'autres. Et que en fait, c'est un chemin sans fin. Voilà. Alors, en même temps, moi, ça me plaît bien, l'idée que ce soit un chemin sans fin et qu'il y ait des choses à explorer en écriture toujours plus derrière et encore. Et tiens, si j'arrive à faire ça, et derrière, il y aura autre chose auquel il faudra que je m'attelle pour y arriver aussi. Donc ça, c'est plutôt chouette parce qu'en même temps, ça veut dire qu'on ne s'ennuie pas en écriture, mais par contre, pour en faire le tour et puis un beau jour se dire ouais, je maîtrise le sujet, alors là, walou quoi. Je pense que ça n'arrive jamais en fait. Enfin, en tout cas, moi j'en suis au stade où je me dis que ça n'arrive jamais. On verra. Oui, moi, je suis plutôt d'accord avec toi, Gaëlle. En fait, je me rends compte que j'ai d'autres difficultés que pour les deux premiers. Que de toute façon, les deux ne se sont pas du tout écrits de la même manière. Et que celui-ci... alors, c'est plutôt musical, là, mon problème. C'est-à-dire que pour les deux premiers, j'avais l'impression qu'une sorte de musique s'est imposée naturellement. Et celui que j'écris actuellement, je dirais qu'il est beaucoup plus terre à terre que les deux précédents. Et que je n'arrive pas à trouver une mélodie, une espèce de douceur, quelque chose de singulier, et que je raconte, mais que voilà, je n'entends pas encore. Et ça me perturbe beaucoup. Donc j'avance. Alors c'est un sujet qui est pour moi très délicat. Et qui fait que j'ai du mal à entrer dans le vif du sujet. Alors, je contourne encore. Il y a toujours des sortes de contournements. Mais voilà, c'est beaucoup trop, beaucoup trop concret, beaucoup trop terre à terre pour le moment. Et puis, j'avais dans les deux premiers deux personnages très forts, deux personnages masculins très forts. Et maintenant, j'ai pas ces personnages-là. Et donc, je peux plus me cacher derrière eux. Et c'est vraiment mon histoire, là. Et je ne sais pas tellement comment faire. C'est un deuxième problème. Donc voilà, en effet, je pense qu'à chaque histoire, à chaque roman, on dévide un problème différent et qu'effectivement, on apprend au fur et à mesure, mais qu'on se trouve confronté à autre chose à chaque fois, je pense. Oui, en fait, on apprend quelles sont nos faiblesses. Et je trouve que, moi, par exemple, je sais que j'ai du mal à mettre en place une tension narrative. Et en fonction, alors quand on a une histoire très forte, ça se tient, mais alors quand on part sur quelque chose peut-être de plus contemplatif, moi, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que là, j'ai presque trop la musique et presque pas assez l'histoire. Donc, bon, c'est un dosage qui sera toujours à refaire. En revanche, c'est marrant, mais la question de l'apprentissage, finalement, au-delà de l'écriture, moi, j'apprends à lire complètement différemment depuis que j'écris des romans. Et déjà, je lis plus de romans depuis que j'en écris, parce qu'avant, je lisais plutôt des récits ou plutôt de la poésie. Et en fait, je suis tout le temps en train de me dire « Ah, mais là,
il ou elle est trop forte. Là, mais oui, c'est tellement intelligent. Et c'est vraiment, ça a changé ma façon de lire surtout. Donc, ça m'apprend à lire autrement. Tout à fait. Amélie? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Gabriel. Moi, un jour, j'avais rencontré Grégoire Bouillet, qui est le formidable auteur notamment du Dossier M. Et il m'avait dit ça, il m'a dit, ah, bah, tu verras Amélie, tu pourras plus jamais lire comme avant. Et c'est vrai que c'est exactement ce que dit Gabriel. Et on voit, en fait, on voit comment ils font. Mais en même temps, heureusement, par chance, quand même, quand l'histoire quand le livre est incroyable, on est emporté. Mais je partage ce sentiment-là avec Gabriel. Et ce qui m'amuse en fait en vous écoutant toutes, c'est que j'ai l'impression qu'on a tout encore à apprendre et qu'on a toutes des difficultés, mais qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, pour ma part, trouver ma voix ou mon écriture, non, ça je l'ai. Trouver le sujet, ça me vient. Mais en revanche, moi, je galère avec... et la tension narrative aussi, Gabriel, toi, tu disais ça. Non, alors ça, par chance, j'ai l'impression que je sais le faire. Alors, sans savoir comment, d'ailleurs, en fait, il ne faudrait pas que ça s'arrête parce que je ne sais pas comment j'y arrive, mais j'y arrive. Mais en revanche, je ne suis pas hyper fortiche pour les plans. Je ne suis pas hyper fortiche sur la manière de structurer mon récit, alors même que je vois très bien comment je vais conduire l'attention. Et donc, moi, c'est plutôt sur cet aspect, en fait, que je dois avancer mes petites pièces de puzzle et parfois, j'en enlève une et j'essaye de la mettre à tel endroit et plutôt à tel autre. Donc, ce que je trouve chouette en nous écoutant, c'est que voilà, les difficultés n'ont pas l'air d'être pour toutes au même endroit, mais elles sont toutes là, j'ai l'impression. Oui, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, il y a vraiment, c'est toujours intéressant à entendre en fait, parce que du point de vue d'un lecteur, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en place et en fait, vous recommencez à chaque fois. Alors là, on a la chance d'être chez vous, de voir vos intérieurs, on va dire. On va plonger un peu plus dans vos rituels d'écriture. On va essayer de lever un peu, d'aller dans les coulisses. C'est ça qui est chouette. Est-ce que vous en avez un ou plusieurs justement des rituels d'écriture? Est-ce qu'il faut quelque chose, des horaires, ou est-ce que on écrit n'importe où, n'importe quand, surtout quand on peut? Amélie, je sais que toi, la nuit, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, la nuit. J'écris la nuit, alors un peu moins maintenant, mais en fait, ma nuit, c'est plutôt le matin. Je suis réveillée très tôt, vers 4-5 heures, donc j'écris le matin. Donc, j'ai raconté ça pas mal de fois. C'est que je me suis rendu compte que j'écrivais à la romaine, c'est-à-dire je me lève discrètement de ma chambre, vu que je n'habite pas dans un château, n'est-ce pas, comme vous toutes, je pense, et qu'il faut aller tout doucement, et qu'après, je me remets sur mon canapé, donc j'écris allongée. Et sinon, en fait, en vrai, j'ai cette chance de pouvoir... on faisait la comparaison entre l'écriture et la lecture, et la comparaison, c'est que je peux lire dans un brouhaha inouï, et je peux aussi écrire dans le métro, je peux écrire dans la voiture avec les deux enfants à l'arrière, le conducteur, le chauffeur qui a la gentillesse de conduire la voiture et qui veut me parler, et qui en même temps m'effipe parce qu'il trouve, ou une autre radio parce qu'il trouve que je lui fais pas beaucoup la conversation parce que je travaille. Donc ça, j'ai pas ce problème avec ça. Et puis, je trouve que ce qui est génial, c'est que maintenant que nous sommes toutes équipées de téléphones, c'est que c'est quand même des mini-ordinateurs. Donc, du coup, on peut très bien dégainer sa page de notes. Avant d'être coincée chez moi, comme on l'est toutes, j'allais travailler à 1 heure de chez moi avec une ligne 13 qui ne fonctionne pas beaucoup. Et donc, j'ai déjà écrit, je ne vous dis pas que j'écris des chapitres entiers, ils ne sont jamais hyper longs, vous me direz, mais sur mon téléphone. Mais en tout cas, quand on est traversé par une idée ou qu'on a écrit pendant la nuit, le matin, on peut reprendre ce qu'on a fait. Et je trouve que c'est... J'aime bien en fait que ça s'arrête. Moi, je crois que ça s'arrête jamais. J'écris le matin, je repense à ce que j'ai écrit dans le métro quand je le prenais. Et puis quand je reviens le soir, je peux relire aussi ce que j'ai fait. Et pour rebondir sur ce que disait Gabriel tout à l'heure, je lis aussi beaucoup dans ma journée puisque c'est mon métier en fait. J'ai cette chance de lire les autres. Et en fait, même quand je lis, je suis habitée par... mon histoire me revient. Et souvent, je sais qu'il y a des gens qui disent non, je lis pas parce que moi, la voix d'une autre pourrait parasiter la mienne. Et pour ma part, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Quand bien même le livre ne raconte absolument pas la même chose que moi, j'ai des idées qui me viennent ou bien
Voilà, ça stimule en fait le processus d'écriture. Moi, pardon, mais je peux rebondir sur ce que tu disais sur le fait d'écrire dans le métro. Mais c'est des petites notes, c'est pas, tu continues pas ton travail de la journée. Bah, je suis capable, je m'envoie par mail ce que j'ai écrit et puis après je peux continuer. Si, je peux tout à fait faire un petit bout, quoi. 1000 signes ou 2000 signes, je te dis pas que je vais les garder à la perfection, hein. Peut-être je vais. Ouais. Ah oui, d'accord. Moi, je suis complètement incapable de ça. Autant je peux écrire dans différents lieux, j'ai pas besoin d'être toujours au même endroit, mais écrire ailleurs que assise quelque part dans un endroit calme, impossible, vraiment. Mais je suis je suis lève-tôt aussi. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que en période d'écriture, quand vraiment je me sens plongée dedans, c'est naturel. Je vais me réveiller vers 5 heures du matin et je vais avoir envie de me mettre au travail. Et à d'autres périodes, je me dis: «Ah, c'est bizarre, j'ai un autre rythme de sommeil, j'ai besoin de dormir plus» et en fait, non, c'est que quand on est travaillé par un texte, ça vient naturellement et après, quand ça s'arrête, bah, je sais pas, je vais pas me lever aussitôt que ça, quoi. Donc ça, c'est assez, étonnant comme l'inconscient continue, même dans le sommeil, en fait. Enfin, je vous envie les filles parce que moi je le mets le réveil, c'est pas naturel. Alors c'est dur, ouais. Et oui, parce que moi c'est pareil, j'écris le matin très tôt. Il faut que le monde attende encore, qu'il soit pas encore tout à fait réveillé et mais il y a un réveil très clairement et 1 litre de thé au moins à côté dans les rituels. Mais en revanche, moi l'image qui me vient, c'est j'adorerais pouvoir, comme toi Amélie, écrire partout et cetera, mais c'est vraiment l'effet d'une éclipse. Moi j'ai l'impression que ma vie professionnelle et ma vie d'écriture ne sont absolument pas compatibles et déjà, c'est très simple, moi, une journée où je vois un élève, je ne peux pas écrire et donc c'est horrible ce que je dis là, mais j'adore mon métier de prof, hein, mais ça n'est pour moi, c'est pas possible. Si je vois, mes élèves dans la journée, bon déjà la journée commence très tôt puisque, je les prends à 7h50 et il faut le trajet avant. En plus, un trajet en scooter qui ne permet pas ni d'écrire ni de lire, en fait, ça aussi, ça manque, mais et je rentre le soir, c'est fini. Donc pour moi, une journée d'écriture, déjà, c'est une journée où il y a pas d'élèves. Et puis très tôt, quand le monde dort encore. Là, dès que les lumières s'allument un peu partout en face, dans les immeubles de l'autre côté de la rue, ça sonne bientôt. Le bruit de la cafetière qui va se réveiller quand le reste de la maison se réveille. Enfin, moi, ça s'arrête là, quoi. Et quand tu es sur ton scooter, tu penses pas à ton écriture? Parce que moi, j'ai remarqué, je ne sais pas vous les filles, mais j'ai remarqué cette chose, c'est que quand je cours, alors un écrivain un jour m'a expliqué que c'était le principe de la route, d'avoir l'horizon devant soi. Quand on court ou quand on conduit, quand je fais du vélo, j'ai des idées, enfin ça me vient. Et Alors, j'avais lu un livre de Cécile Coulon formidable qui racontait ça, qu'elle aussi, c'est quand elle court. Alors je me disais, bon, il y a peut-être cet effet de… Non, quand tu es sur ton scooter, tu n'as pas d'idées qui te viennent? Alors sur le périph', j'évite d'avoir trop d'idées qui me viennent parce que c'est plutôt des chauffards qui me viennent. Mais non, je chante sur le périph', je chante les mots des autres, je chante tout le temps dans mon casque. Mais ouais, non. En revanche, effectivement, les moments, moi, c'est les salles d'attente. Les salles d'attente de médecins, voilà. Alors là, généralement, j'oublie de prendre un livre puisque justement, je suis venue en scooter, donc j'ai pas forcément le livre sur moi ou quoi. Et là, ça tourne. Faut que tu ailles chez le médecin tout le temps, quoi. Faut pas me souhaiter ça. Je préfère ne pas écrire, pas finir le 3e dans ce cas-là. Mais moi, je crois que c'est un peu un mélange de tout ça. C'est-à-dire que je te rejoins, Amélie, sur le côté. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire d'horizon. Moi, je pense que c'est une histoire de mouvement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, rester assise à une table, ça va 2 minutes et ça finit par paralyser aussi le fait d'écrire, quoi. Et donc, moi, c'est vraiment un jeu de va-et-vient, l'écriture. Alors, ça peut être un peu n'importe quand, n'importe comment. Ça peut être au boulot, entre 2 patients. Ça peut être… alors, moi, j'ai pas de métro, hein, j'habite en Ras-Cambrousse, en Bretagne, donc je n'ai plus de métro, mais il fut une période où j'avais un métro et où ça pouvait être dans le métro, effectivement. Les téléphones sont nos amis. Ça peut être tôt le matin, ça peut être tard le soir, ça peut être toute seule ou avec du monde autour. Ça peut être des choses extrêmement variées. Mais en revanche, clairement, il y a un moment où il faut que je bascule entre assise derrière l'ordi et enfin, j'ai tendance à dire que mon écriture, elle inclut le jardinage, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut que je me lève et que j'aille bouger, faire autre chose, penser à totalement autre chose,
mais avoir l'impression de penser à totalement autre chose, parce que ça décante, en fait. Des trucs sur lesquels on ne sait plus où on en est. Oh là là, est-ce que c'est bien là? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Lui, je ne sais plus quoi en faire là, à ce moment-là de cette histoire. Bon, allez hop, je ferme le fichier, je vais faire autre chose. Et quand j'ai fini de planter mes tomates, généralement, j'y vois beaucoup plus clair sur là où en est rendu le texte et quel est le ressort narratif à déployer, en fait. Mais moi, je crois que c'est vraiment le mouvement, tu vois, c'est vraiment avoir les mains dans la colle et arrêter de penser de manière volontaire, tu vois. Et à ce moment-là, ça se fait tout seul en tâche de fond et pouf, les pièces du puzzle s'assemblent, quoi. C'est quand même toujours passionnant de rentrer dans la tambouille de chacune. J'en oubliais que j'étais en train d'animer. Je vous écoutais en me disant, ça va revenir à moi à un moment donné. Vous parliez de votre rapport à la lecture. Voilà. Alors, Cécile et Gaëlle, vous n'avez pas dit si est-ce que quand vous êtes en phase d'écriture plus intense, mais peut-être vous êtes en phase d'écriture intense tout le temps, le rapport à la lecture. Mais justement, sur toutes ces questions qu'on vient de se poser, sur comment on construit un roman, si vous devez, alors qu'il soit mort ou vivant, si je vous disais là, je vous offre 1 heure de temps avec un auteur pour justement discuter avec lui de toutes ces questions-là, vous choisiriez qui? Moi, je peux un peu tricher parce que j'ai choisi d'interviewer Mazarine Pinjot la semaine dernière pour son roman que j'ai trouvé formidable. Tu avais dit de prendre des romans qu'on avait aimés, donc je l'ai pris. Ah bah en plus, tu fais super. Ça s'appelle « Et la peur continue ». Et c'est son 15e livre, mais son 13e roman, qui est apparu aux éditions Mial et Barreau. Et donc, j'ai choisi de la rencontrer parce que j'avais adoré son livre. J'aime beaucoup les livres de Mazarine Pinjot et celui-là en particulier. Dans le dernier, Se taire, elle abordait déjà la thématique du secret à travers un viol. Et cette fois-ci, c'est à nouveau toujours le secret, c'est elle creuse ce sillon. Et cette fois-ci, elle parle d'une enfance déchirée et on va par en fait un souvenir qu'elle a partagé avec une cousine et un ami qui se sont suicidés tous les deux à quelques mois d'écart. Et du coup, suite à cette mort, ce secret qu'elle croyait enfoui, en fait, ressurgit. Et donc, j'ai triché parce que comme j'avais adoré son livre et que je devais aller interviewer un auteur, j'ai choisi d'aller lui parler. Et c'était aussi pour vous dire, mesdames, que quand Mazarine Pinjot m'a dit que pour son 13e livre, elle se demande, donc là, c'était le 13e, mais que elle m'a dit, bientôt, je vais rentrer dans cette phase d'angoisse inouïe où je vais me demander qu'est-ce que j'ai écrit. Et je lui dis, mais vraiment? Et elle m'a dit oui, et qu'à chaque fois, elle a peur qu'il n'ait jamais une autre idée. Donc voilà, je tenais à partager avec vous cette petite anecdote et cette petite confidence qui, de la part d'une écrivaine que j'admire beaucoup, m'avait aussi un petit peu remonté le moral. Oui, je pense qu'on n'a jamais fini de se poser des questions sur ça, de toute façon, à quelques stades qu'on soit. Je pense qu'on est toujours face à l'inconnu. Ça reste un inconnu, ce qui va entre ce qu'on se représente de ce qu'on voudrait écrire et ce qui est la réalité du texte. Il y a tellement une différence fondamentale qu'on est toujours en train de chercher autre chose. Mais c'est ça, enfin, moi je trouve que c'est ça qui est fascinant, c'est ce qu'on s'imagine et ce qui est le résultat à la fin. Je ne sais pas si vous, ça correspond à ce que vous vous imaginiez, mais moi pas. Et alors, avec qui tu irais discuter? Ou alors ton roman, effectivement, on n'avait pas préparé la rencontre, mais je leur avais demandé à chacune de nous apporter un livre fétiche ou un dernier coup de cœur parce que je sais que le temps tourne et que bientôt Nathalie va réapparaître pour vos questions. Moi, je crois que c'est pas tellement original, mais je crois que j'aimerais rencontrer Flaubert. Tu lui demanderais quoi? Ce que je lui demanderais, je ne sais pas exactement. Là, je crois que je serais juste intimidée par sa moustache. Mais à part ça, non, non, je crois que je ne sais pas ce que je lui demanderais, mais je lui dirais en tout cas que c'est grâce à lui que j'ai compris comment la littérature pouvait nous habiter vraiment. C'est-à-dire que comment un personnage, et en particulier Madame Bovary évidemment, mais peut faire partie de notre quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des moments de la vie où, enfin c'est avec elle que c'est arrivé pour la première fois, je pense pour moi, mais que je me suis rendu compte, mais en fait, c'est à elle que je pensais, pas à une personne vivante.
dans des détails, hein, dans des, je sais pas, se faire les ongles comme elle se le faisait avec du citron et une peau, là, je sais pas comment ça s'appelait, ça, quand on faisait pour faire briller l'ongle, ou je sais pas, s'acheter un vêtement et sa passion des belles robes, voilà, et c'est ça plutôt. C'est l'idée de comment un personnage vit avec nous et nous suit tout au long de notre vie. Et alors voilà, donc, quelle question je lui poserai, j'en sais rien, mais c'est ce qui me fascine chez lui. Ah, moi, ça me donne envie de rebondir parce que du coup, je crois que moi, ça serait Marguerite Yourcenar. Parce que ma question, c'est que j'aimerais savoir comment elle a vécu avec Adrien. Et c'est ça qui me semble délirant dans le comment c'est possible d'avoir à la fois l'histoire, l'invention, la poésie, enfin voilà, moi je crois que ça serait Marguerite Yourcenar, vraiment. C'est un livre les mémoires d'Adrien qui m'a accompagnée, c'était le programme d'agrégation, donc ça fait que j'ai dû le lire à peu près 6 ou 7 fois, mais là pour le coup avec un grand plaisir, et aussi que je m'en suis imprégnée, mais exactement comme tu viens de le dire, parce que je savais qu'il fallait le connaître, donc quand je courais, je l'avais il y avait Robin Renucci qui a fait une lecture sublime, et donc je l'avais dans les oreilles le matin pour courir, le soir pour m'endormir. J'ai même dit, parce que j'ai rencontré Robin Renucci, et je lui ai dit, je crois qu'après votre femme, je suis la personne qui a le plus entendu votre voix. C'était la première phrase que je lui ai dite. Je pense qu'il m'a regardé, remarque, ça a attiré son attention, il a écouté, et effectivement, je l'ai écouté, mais en boucle. Et Adrien, je me dis que si moi, il a vécu avec moi comme ça pendant des mois, pendant combien de temps Marguerite Yourcenar a-t-elle vécu avec lui, quoi. Ça me semble, ça me souffle à chaque fois que j'y pense. Qui t'habite, toi, Gaëlle? Ouais, bah alors, je suis dramatiquement peu originale parce qu'à chaque fois qu'on me demande de citer un auteur, je cite Prévert, moi, parce que ça me scotche, mais vraiment complètement. Et je commence à avoir un âge certain, mais je crois que j'en ai toujours pas fait le tour. Parce que là, pour le coup, c'est c'est vraiment une écriture dans laquelle il peut y avoir tout et son contraire en fonction de ce qu'il décide d'y mettre, quoi. Et ça peut être extrêmement léger, ça peut être extrêmement grave, ça peut être long, ça peut être court. Enfin voilà. Donc moi, c'est vraiment, je reviens sans cesse à Prévert quand je suis perdue. Je reviens à Prévert, c'est mon essentiel. Après, je pense que sur l'écriture de romans, à proprement parler, je crois que j'aurais envie de discuter avec un polar 2, en fait. Parce que c'est des ressorts d'écriture que j'ai pas du tout. Je sors de la lecture d'un polar, là, et alors, on parlait de la lecture tout à l'heure et de la façon dont on peut, quand on lit, se dire « Ah, là, je repère un truc, là, voilà, alors là, je repère des trucs, mais je repère des trucs que je ne sais pas faire du tout, en fait, dans les écritures de polar. » Et ça m'intéresse, ça m'intéresse grandement parce que pour le coup, je me dis qu'il y a forcément des ponts. Un polar, c'est un roman, et donc il y a forcément des ponts. Tu parlais, Amélie, tout à l'heure des plans, de la construction, etc. Moi, ça m'épate en fait les polars parce que mais alors attends, à quel moment elle s'est dit que là, elle allait faire ce retournement de situation là, qui nécessite que 12 chapitres plus tôt, elle ait glissé, l'air de rien, un truc que personne n'a remarqué, mais qui permet de faire ce retournement de situation. Ça m'échappe complètement. Et je trouve ça assez fascinant. Et je pense qu'il y a des choses qui seraient, pour moi, fort utiles à apprendre, même pour l'écriture de romans dits blancs et pas noirs, dans ces ressorts de construction-là. Donc, Prévert, Flaubert, Mazarine Pinjot et Marguerite Yourcenar. C'est pas mal, on va faire une rencontre. Oh, et Nathalie qui arrive. Je finis, Nathalie. Une dernière question et je te laisse la parole avec une question hyper difficile. Parce que je vais vous demander de répondre en un mot. Si je vous dis écrire, c'est quoi? En un seul mot. Et là, toutes disent, oh, c'est pas moi qui commence. Vivre. Allez, ça y est, je l'ai fait. Alors, vivre pour Gaëlle. Très chouette. Désirer, je dirais. Continuez. Moi, je vais dire c'est un artisanat. Parce que
faut revenir dessus, il faut travailler. C'est pas si extraordinaire finalement. C'est parce que c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire, c'est qu'il faut, voilà, il faut se mettre au travail, il faut revenir dessus, mais qu'à la fois il y a une nécessité de le faire, on a envie de le faire, on ne peut pas s'en empêcher, et en même temps, c'est comme vous l'avez tout dit, difficile, mais revenir sur sa copie, faire plusieurs versions. Cécile, tu triches, c'était un seul mot. Ah, pardon, donc un artisanat. C'est parce que personne n'a dit galère. Non, mais on est pas mal. Vivre, désirer, continuer et artisanat ou travailler, on est pas mal, je trouve. Ouais. En tout cas, les commentaires sont unanimes. Vous êtes passionnantes et généreuses, mesdames. Voilà, c'est ce qui ressort des spectateurs. Il y a une question qui vient d'arriver. C'est Marie qui la pose. Quelle est la place du corps pour vous dans l'écriture? Ah, ok. Alors, je vais rejoindre ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, elle est centrale. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de mouvement, en fait, pour nourrir l'écriture. Si je reste 4 heures assise à une table, alors soit j'écris rien, soit c'est mauvais. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un jeu d'équilibre pour moi entre, oui, il y a des moments où je m'assois et où je tape parce que bêtement, c'est plus pratique, mais j'ai besoin que le corps soit en mouvement, en fait. Sinon, ça paralyse le cerveau à un moment chez moi. Pour moi, le corps qui est en mouvement, c'est pas mon corps, c'est le corps de mes personnages, parce que j'ai une vision très cinématographique. Alors, je n'ai jamais le visage, c'est assez étonnant, vraiment. Ce qui donne des moments particuliers. Par exemple, quand vous avez la chance d'avoir un comédien qui lit votre texte, d'un seul coup, vous vous rendez compte que votre personnage a un visage. Mais sinon, au moment de l'écriture, je vois c'est des ombres chinoises. Donc, c'est le corps de mes personnages, moi, qui m'anime. Le mien reste assis sur un tabouret de 5 heures de 4h30 du matin à 9h. Voilà. C'est drôle parce que moi, je suis comme toi, Gabrielle. Je vois jamais leur tête. Mais moi non plus, Je pas m'en fiche trop. un peu. Et d'ailleurs, quand je lis, de toute façon, c'est pour ça que plusieurs fois on m'a dit: ah, mais dans vos romans, ils sont pas trop décrits. C'est vrai qu'ils sont pas trop décrits. Mais de toute façon, moi, quand je lis, je sais pas vous, parce qu'on fait un parallèle avec l'écriture et la lecture depuis le début de notre conversation et c'est passionnant. De toute façon, on aurait pu me dire que la fille, elle est blonde, elle est grande et tout ça. Mais en fait, je le lis, mais je le lis pas, quoi. Je sais pas, je m'invente, je vois. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une sorte de déception parfois à aller voir au cinéma un livre qu'on a pu lire. Et donc je suis comme toi, moi, je ne vois pas leur tête. Et en revanche, je trouve que c'est une très belle question de se poser, que nous pose cette dame autour du corps, parce que à la fois, on a parlé en fait pour le moment de la position de notre corps et on s'est tout à peu près rejointes autour de Gaëlle pour dire que voilà, on avait besoin que le corps soit en mouvement. Et au-delà même du corps, en fait, moi, c'est la chair qui entre en jeu dans l'écriture. C'est-à-dire que c'est même pas uniquement un corps mobile de mes personnages, mais même si c'est aussi ça, comme tu le dis très bien, Gabrielle, c'est ressentir, en fait, dans mon corps ce que chacun de mes personnages vit. Et je ne peux pas dire ce que je leur fais vivre parce que même si ça semble un peu chamanique, à un moment donné, c'est eux qui nous font vivre en fait des choses qu'on n'avait pas prévues. Et donc oui, cette question est vraiment primordiale parce que pour ma part, tout se passe dans la chair et la voix va avec aussi d'ailleurs parce qu'on entend en fait, on a notre propre voix d'écriture et on entend comment elle résonne en nous et comment chaque personnage s'adresse à nous. Oui, moi, pour parler du corps, je dirais que c'est, il y a des moments dans l'écriture où, quand ça marche vraiment bien, il y a cette espèce de plaisir presque physique à se laisser aller, à être complètement dans l'écriture et que c'est une espèce de flow. Et je dirais que là, on ne se pose même plus la question de savoir si on est bien installé ou que ça fait 5 heures qu'on est assis et que c'est désagréable. Donc oui, évidemment, il faut marcher. Moi, j'aime bien marcher, donc m'interrompre pour bouger, mais je dirais qu'il peut y avoir ce plaisir d'être
déconnecter de son corps peut-être justement à certains moments, quand ça marche, ce qui n'est pas tous les Aussi, je rebondis sur ce que vient de dire Amélie et Gabriel aussi. En tout cas, vous ayant lu, je vois vos personnages. Est-ce qu'en voyant vos personnages, cela vous bloquerait-il dans votre écriture? Ça veut dire quoi, voir nos personnages Vous ne les voyez pas physiquement quand tu écrivais tes personnages. Est-ce que de Ah les si, je les vois totalement. Mais en revanche, c'est vrai, Gabriel disait, je vois pas trop leur tête. Je les vois, je les sens, je les connais, je suis eux. Mais c'est vrai que je sais qu'il y en a une, elle a un grain de beauté là, je sais qu'il y en a un autre, il a un petit embonpoint. Mais non, j'ai en tout cas la sensation de les connaître. Mais j'ai été amusée par ce que disait Gabriel, parce que moi, ils sont un peu... parfois sans tête ou un peu floutés, quoi. Ils sont un peu comme quand on veut garder l'anonymat en une des journaux People, c'est un peu ça parfois. Exactement ça, ouais. Ouais, je confirme. Et on avait dans le travail éditorial sur les cœurs imparfaits, il y a un moment où l'éditrice m'a demandé des espèces de mini-fiches personnages, quoi, pour pouvoir s'y retrouver, pour vérifier qu'il n'y avait pas d'incohérence. Et alors, mes mini-fiches personnages, moi, elles font 3 lignes, quoi. Parce que, en fait, j'en sais rien. Je suis incapable de faire ça. Par contre, je les ai dans le bide. Donc, je sais comment ils réagissent. Je te rejoins, Amélie, sur le fait, effectivement, qu'on sait comment ils réagissent, on sait comment ils vont vivre, comment ils vont ressentir, comment ils bougent, effectivement. On sait tout ça, mais c'est charnel, quoi. Donc, pour le mettre sur le papier, le décrire, ça, à part à dire, parce qu'effectivement, je peux imaginer qu'elle soit rousse aux cheveux longs ou qu'elle soit brune aux cheveux courts, mais pour en dire beaucoup plus que ça, j'arrive pas à le faire indépendamment du continuum du texte. C'est-à-dire que ça vient dans la logique du texte à certains moments de préciser qu'elle est plutôt grande parce que ça a un sens à ce moment-là, mais pour le faire sur une fiche personnage, je suis bien emmerdée pour faire ça. Alors, je vais prendre la question de Sabine qui demande quel conseil auriez-vous à donner à quelqu'un qui écrit? Un conseil à donner, à offrir, pour vous qui avez écrit un premier et un second roman. Par rapport à l'écriture ou par rapport à la publication? Un conseil. Je n'ai pas de détails. Moi, je me dis toujours que c'est comme ça que ça a marché pour moi. Enfin, et c'est pour écrire, il faut écrire tous les jours, à mon sens. Et c'est un peu la technique d'Amélie Nothomb. Je crois qu'elle est pas si elle est bonne. Et il faut lire en fait. Et quand on est coincé dans son écriture, si on écrit tous les jours, il se passera toujours quelque chose. En tout cas, on parlait de l'artisanat et du jardinage. C'est un peu ça, quoi. En cerclant son texte, on avance. Et en plus, on habite vraiment ces personnages, c'est ce qu'on disait, on les sent à les fréquenter tous les jours. Et puis lire aussi, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Donc, je dirais lire et écrire, lire, écrire, lire, écrire, et faire les deux en même temps, si on peut, ou alternativement, et en tout cas, pas s'arrêter de le faire. Oui, et peut-être ne pas se décourager si un premier marche pas, en tout cas, enfin, si les premiers textes marchent pas, d'essayer de continuer, si vraiment, enfin, de sentir. Personnellement, je pense que j'ai eu plusieurs refus des premiers textes que j'ai écrits, et parce que je sais pas, c'était pas prêt, quoi. Mais je me suis pas découragée pour autant. Enfin, si, je me suis découragée, mais ça m'a pas donné l'envie ou l'envie d'arrêter. Je me suis pas dit je vais arrêter. Et c'est là où je me suis dit c'est pas juste une velléité, c'est profond. Donc c'était rassurant d'une certaine manière, même si c'était décourageant sur les années. Donc voilà, je dirais ça. Ben ouais, moi je crains que le seul conseil à donner, ce soit de bosser. En fait. Ça rejoint ce que dit, enfin c'est un mélange de ce que dit Amélie et de ce que dit Cécile, hein. C'est-à-dire que ouais, faut écrire et puis faut réécrire éventuellement, et puis si ça marche pas, ou si c'est pas la bonne musique, ou si c'est pas la bonne histoire, ou c'est au boulot. Et puis voilà, ça tombe pas tout cuit, hein, rarement quand même, je crois. C'est pas une... Ouais. Je suis désolée, mais je crois que non. Gabriel, un conseil? Moi, je rejoins tout ce qui a été dit. J'ajouterais juste de ne pas considérer que la corbeille à papier est une ennemie. Voilà, c'est pas grave. Pas grave du tout.
Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Gaëlle par rapport à rencontrer un auteur de polar. Est-ce que moi, en tant que lectrice, et je rappelle que les libraires sont des lecteurs comme tout le monde, ou presque, moi j'aime bien quand un auteur, dans son second ou son troisième roman, m'emmène à un endroit où je ne l'attendais pas, ou à l'inverse de ce qu'il a écrit avant. Est-ce que ça ne vous est pas passé par la tête de vous dire, tiens, pour le troisième, je vais partir, mais à l'opposé de ce que j'ai fait, quitte à partir dans la noire. Est-ce que ça vous a percuté l'esprit à un moment donné ou pas? Alors moi, ça me le percute pour le 4e. Ah, Voilà, tu vas tout savoir. Mais alors, ça rejoint aussi peut-être le pourquoi je disais parce que ça me questionne drôlement en fait. C'est-à-dire que c'est pas une stratégie, c'est pas une posture, c'est pas que je me dis que je vais faire ça, voilà. C'est juste que ce que j'ai envie d'écrire là, ce qui fait sens, je sais que ça verse dans le noir. Voilà, tu vois, c'est cette histoire-là qui m'anime là. Mais je ne sais pas du tout comment l'attaquer et comment la construire. Donc là, je suis en train de corriger le 3e, donc tant mieux, je corrige le 3e, tu vois, je me dis que j'ai encore ça à faire, voilà. Et après, je ne sais pas par quel bout l'attraper. Mais je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre, en fait, avant que j'arrive à trouver le fil, cerner le machin, je ne sais pas. Voilà. les autres, non, vous n'avez pas envie de changer ou passer dans un essai? Pour le deuxième, c'est vrai que j'ai été surprise parce que plusieurs m'ont dit que je leur avais fait peur. Alors c'est vrai que j'avais essayé de leur faire peur, mais je n'étais pas du tout sûre que ça marcherait. Et certains m'ont dit que oui, ça tournait même un peu au thriller, tout ça. Alors à un moment donné, hein, calmons-nous, hein, à un moment donné. Et je m'y attendais pas, donc du coup, je crois que j'ai déjà approché, mais peut-être malgré moi. On parlait tout à l'heure de comment un livre tourne et prend une direction à laquelle on ne s'attendait pas. Donc moi, je ne pensais pas du tout que j'allais faire peur aux gens. Et en fait, je suis hyper contente de leur avoir fait peur parce que c'est pas tout. Je voulais pas faire du polar, mais en tout cas, j'espérais bien que j'allais les secouer. Et sinon, pour rebondir, enfin développer ta question, Nathalie, c'est vrai que si moi, en tant que lectrice, ce que j'aime, c'est être dérangée, être secouée, qu'on m'interpelle. Et donc, c'est ça que j'essaie de faire dans mes livres. Et c'est vrai que j'aime aussi, comme tu le disais très justement, quand j'ouvre le livre d'un auteur, on retrouve son écriture, on sait pourquoi on l'aime, mais c'est pas parce qu'on. Enfin, les raisons pour lesquelles on l'aime n'ont pas forcément à voir avec l'histoire qu'il nous raconte. Et donc, j'apprécie en tant que lectrice qui me raconte une histoire qui n'a rien à voir. Et donc, oui, c'est ce que je me suis efforcée de faire pour trancher mon premier roman, pour Un loup quelque part dans le deuxième. Et le troisième n'a rien à voir non plus avec ces deux-là. Donc, oui, très certainement, ce que tu dis, je pense que c'est un bon aiguillon, en fait. C'est marrant que tu dis ça, Amélie, parce que du coup, au moment où Nathalie, tu as posé la question, je me suis dit, oulala, mais moi, je suis tellement incapable de faire ça. Et en fait, ça me revient que pour le deuxième, là, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit que la première partie était menée comme une enquête policière. Donc, en fait, je crois qu'on fait les choses parfois sans s'en rendre compte. C'était pas forcément une volonté. Par contre, j'ai beaucoup appris de cette nouvelle façon de gérer, justement, d'essayer d'apprendre un peu à gérer ce que je disais tout à l'heure, qui était une faiblesse chez moi, la tension dramatique. Et moi, c'était une crainte d'emmener le lecteur très loin. Pour le premier, on m'avait dit qu'on aimait bien les tournures un petit peu poétiques, et je savais que je me lançais dans une écriture qui était beaucoup plus blanche, et j'avais peur de perdre mes lecteurs là-dessus. La deuxième partie m'a permis de laisser plus libre cours à cette plume-là en fait, qui, je crois, me ressemble davantage. Mais pour la suite, oui, j'ai envie de partir encore complètement ailleurs. Voilà, ça c'est sûr. Oui, j'y pense, mais pour moi, ça serait plutôt d'entrer dans la fiction pure, mais je ne suis pas sûre d'en avoir vraiment envie. Donc oui, je rêve à d'autres types de romans. Et en même temps, je ne sais pas si j'en suis capable, ou en tout cas pas maintenant. Donc, Bien sûr que si, tu en es capable. Vous êtes toutes capables, c'est une question d'envie et de timing, à mon avis. Je pense que c'est plutôt... Oui, je ne sais pas, c'est pas encore là, quoi. Donc, on verra. En tout cas, moi, je n'ai plus de questions. L'heure tourne, on va bientôt conclure. Moi, je voudrais dire à nos amis lecteurs qui ne vous ont pas encore eu, vous allez avoir la chance d'aller voir votre libraire dès demain pour leur demander le livre d'Amélie Cordonnier, de Gabriel Tulou, de Cécile Balavoine et de Gaël Pingot, parce qu'ils sont magnifiques. Vous pouvez lire
2 livres, parce qu'elles en ont écrit 2, donc ça c'est l'avantage. Vous dire que demain, il n'y a pas de rencontre, c'est une petite pause, et on se retrouvera carrément mardi avec Yasmina Kadra pour un livre qui sort chez Pocket, Le baiser et la morsure. Cette fois-ci, je vais faire la conclusion, c'est Charlotte qui va faire la conclusion, parce que vous êtes nombreuses. Je vais vraiment vous remercier d'avoir été avec nous ce soir, mesdames. Donc c'était la deuxième fois, oui, la deuxième fois pour Amélie, on l'avait déjà reçue dans les rencontres. On avait reçu aussi Cécile et Gaëlle. Et une première, troisième fois, ouais, troisième fois. Et donc, c'était la première pour Gabrielle et on ne désespère pas pour le troisième roman, peut-être un jour, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Et Charlotte, je te laisse le mot de la fin, pour une fois. Oh, je vais rester dans ta mouvance et dans le merci à toutes les 4 voilà, d'avoir répondu à l'invitation. Vous 4 et ceux qui nous regardent, un jour, on fera ça en vrai avec les corps, justement, de tout ça, de tout ce qu'on a parlé. Et puis, je vous invite vraiment à aller, encore une fois, ce que je disais en introduction, il y a eu des podcasts faits avec chacune d'entre elles, avec Caroline Laurent aussi, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais qui a fait un podcast avec la merveilleuse Lorraine Malka. Et si vous tapez dans votre moteur de recherche podcast avec le nom de tous ces auteurs de talent, vous pourrez aller les voir. Et vraiment, voilà, il faut les lire, il faut les écouter et il faut aller les rencontrer dès qu'on pourra. Merci Nathalie infiniment Merci pour beaucoup, tout. mesdames. Merci Bonne soirée et on remettra toutes les références. Bonne soirée.